Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Une heure à passer ensemble consacrée à l'actualité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la suite des feuilletons politiques dans notre région D, car il n'y a pas que la droite et la République en marche, la gauche également se faisait attendre. Une partie des partis de gauche est unie. Nous serons ce soir avec Jean-Laurent Félicia qui était le chef de file des écologistes et qui va prendre donc la tête de liste de ce rassemblement écologique et citoyen. Marche pour le climat au programme également ce week-end, notamment du côté de La Ciotat. Nous serons avec Mathieu et José qui organisent cette marche, la marche d'après, comme ils l'appellent, pour dénoncer l'inaction de notre pays en la matière. Et puis, une bonne nouvelle, un premier événement d'envergure sur la Côte d'Azur, le Festival des Parcs et Jardins, organisé par le département des Alpes-Maritimes. 13 créations à découvrir sur tout le territoire. Nous serons avec Jean Mus, le célèbre paysagiste et porte-parole de l'événement. Voilà pour le menu de ce grand direct. Nous rejoindrons également Guilhem Ricavi dans cette émission. Tous nos reportages, on parlera de l'OM, de George Clooney et puis nous ferons le point aussi à Avignon, la colère des policiers. Mais d'abord l'actualité politique et plusieurs choses à vous dire ce soir. L'un des rebondissements essentiels de la journée, c'est la candidature de Sophie Cluzel. Elle est de nouveau candidate, la secrétaire d'État aux élections régionales en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle mènera bien une liste LREM. Vous avez suivi les péripéties depuis dimanche. Au départ, une alliance entre la majorité présidentielle et Renaud Muselier. Tollé à droite. Renaud Muselier perd son investiture. Il la récupère ensuite. Il donne des gages à son parti. Non, il n'y aura pas de ministre ni de parlementaire. La République en marche sur ma liste. Résultat, la secrétaire d'État, donc Sophie Cluzel, confirme qu'elle est de nouveau candidate. Autre événement tombé hier soir, on en a déjà dit quelques mots, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui quitte le parti Les Républicains, son parti de toujours. Reportage à Nice, dans sa ville, avec Claudia Olivier. Plusieurs questions se posent. Qu'en est-il de la droite dans les Alpes-Maritimes? Est-ce que la guerre entre Éric Ciotti, le député, et Christian Estrosi va reprendre? Eh bien, élément de réponse en images. C'est un pas qu'il était désormais obligé de franchir. Après le maire de Toulon, Hubert Falco, Christian Estrosi quitte lui aussi le parti Les Républicains. Échaudé par les remous de ces derniers jours, le feuilleton de l'Alliance avec En Marche pour les régionales, le maire de Nice clarifie sa position. Pour l'un de ses lieutenants, Pierre-Paul Léonelli, il y a une rupture au sein du parti de droite. Toujours eu plusieurs tendances. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de leader et qu'on n'a pas de chef. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on n'a pas de leader et pas de chef, à partir un petit peu chacun sous sa chapelle. Et donc, on a le résultat que l'on observe et que je déplore. L'une des questions qui se pose maintenant, quelle sera la nature des relations entre les deux barons de la droite dans le département? La guerre ouverte entre le député LR des Alpes-Maritimes et le maire de Nice va-t-elle reprendre de plus belle? Pour le sénateur des Alpes-Maritimes, Henri Leroy, soutien affiché de la ligne ferme d'Éric Ciotti, les deux hommes ont intérêt à s'entendre. Je connais les deux depuis près de 30 ans et je peux dire que ce sont des gens qui, quelque part, ont l'habitude de travailler ensemble. On sait très bien que si on repart dans une guerre, c'est aux dépens de nos territoires et de nos administrés, c'est-à-dire aux dépens de la Côte d'Azur. Donc je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas et je ne le crois pas. Du côté niçois, dans le fief de Christian Estrosi, pas vraiment de surprise. Eux aussi voient une forme de clarification. Je trouve dommage qu'ils partent du parti républicain, puisque c'était un soutien important, je pense, pour le parti républicain. Ils quittent parce qu'ils voient que ce parti ne va nulle part, que c'est le radeau de la Méduse. Et que c'est l'occasion, c'est maintenant. Chacun libre de ses mouvements, de ses décisions. Traite, il a traité qui? Il est traître. Je ne pense pas qu'il soit traître. Christian Estrosi travaille désormais à la création d'une grande formation politique qui rassemblera la droite et le centre. Comme Hubert Falco, il reste un soutien de Renaud Muselier, le président de la région candidat à sa réélection et investi par les Républicains.
Voilà donc pour cette annonce de Christian Estrosi et ses répercussions, notamment sur la Côte d'Azur. L'actualité politique du jour en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est également cette union qui est enfin scellée à gauche, en tout cas pour une large partie de la gauche, sous l'égide de Jean-Laurent Félicia d'Europe Écologie Les Verts. Il va mener une liste qui réunit le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Génération également. Jean-Laurent Félicia qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça y est, une très grande partie de la gauche est unie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, vous disiez à l'instant, enfin, nous sommes très très heureux de pouvoir effectuer ce rassemblement. Une liste d'ailleurs qui s'appelle le Rassemblement écologique et social. Pourquoi les discussions n'ont pas abouti avec la France Insoumise, par exemple? On va évacuer tout de suite la question. Non, parce que nous avions sans doute quelques différends, puis un timing qui était assez serré pour pouvoir déposer nos candidatures selon les délais requis. Pour autant, la France Insoumise n'est pas un adversaire, c'est un compagnon de route d'ailleurs que nous retrouvons dans certaines régions françaises. Aujourd'hui, je ne sais pas où la France Insoumise en est rendue de dépôt de candidature, mais en tout cas, c'est gagner cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors voilà, parce que la France Insoumise évoque une candidature autonome. Marina Mesure, qui est l'une des chefs de file, semblait accuser le coup ce matin sur Twitter. Elle disait que vous faisiez le jeu de Renaud Muselier, que vous prépariez une alliance. C'est faux ? Alors oui, c'est totalement faux, pour ne pas dire complètement contre-productif de tenir ce genre de propos. Nous associons bien des forces écologistes et des forces progressistes. Ce serait quand même contre-productif et malvenu de dire que nous préparons un accord avec Renaud Muselier. Je le répète, nous sommes en situation de gagner cette région, puisque, vous l'avez vu, le paysage politique en Provence-Alpes-Côte d'Azur est complètement décomposé et l'incohérence, sans doute, sème la fusion auprès des électrices et des électeurs. Alors on va y revenir. Sur le programme, quels seront les grands axes, selon vous, de cette campagne? On parle beaucoup d'un duel LR-RN. Vous venez de le dire, la gauche désormais unie va peser. Quels seront les thèmes pour vous à mettre en avant dans cette campagne? Eh bien, il y en a plusieurs, mais trois principalement. Vous savez que cette crise sanitaire a touché la région de manière très profonde, creusant quelquefois même des inégalités qui existaient d'ores et déjà. Un des premiers axes de cette campagne, c'est faire de cette région une région qui s'adapte et qui protège de tous les risques sanitaires, mais aussi de tous les risques liés au dérèglement climatique. Et malheureusement, notre région méditerranéenne est sujette à de grands bouleversements climatiques qui induisent des catastrophes naturelles qui sont répétées et que nous rencontrons d'ailleurs à chaque fois que la saison le permet, que ce soit les incendies de forêt, les inondations, les risques de submersion marine, tout un programme d'aménagement du territoire qui nous préoccupe. Le deuxième axe, c'est bien évidemment l'égalité des territoires et donc l'égalité aussi des citoyennes et des citoyens, que ce soit la jeunesse qui souffre bien plus qu'ailleurs en France d'un seuil de pauvreté qui est hors limite, qui est inacceptable. Nous avons, nous, compétences régionales, des prérogatives pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes qui sont en formation, qui sont en quête d'emploi, qui cherchent aussi à se déplacer avec des moyens de transport qui soient moins élevés qu'aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, la gouvernance, cette gouvernance qui aujourd'hui est là aussi contestable. On n'est pas là pour agir en tant qu'autocrate. On veut associer les citoyens, les collectifs, les associations dans toutes les démarches d'innovation qui touchent à la transition écologique et sociale. Et nous déclinerons d'ailleurs bientôt un programme très détaillé pour ce faire. Pour terminer, un mot sur la semaine qu'on vient de vivre. On a entendu tout à l'heure un petit sujet sur Christian Estrosi qui quitte les Républicains. On remonte le fil. Dimanche, on n'a plus qu'une seule candidature, Sophie Cluzel qui se range derrière Renaud Muselier. Psychodrame chez les Républicains. Aujourd'hui, Sophie Cluzel qui annonce qu'elle est de nouveau candidate à cette élection. Est-ce que vous pensez que ça peut vous profiter? Parce que honnêtement, on se dit que les électeurs vont être déboussolés. Est-ce que vous faites appel à l'électorat le plus à gauche au sein de la majorité, au sein des partisans d'Emmanuel Macron? Non, on n'est pas là pour s'adresser à un électorat plus qu'à un autre, en fait, Nicolas. On est là pour s'adresser à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce serait malvenu de dire aujourd'hui que
on va commenter l'activité politique de La République En Marche ou des Républicains de quelque ordre que ce soit, qui soit plus proche de la droite extrême ou moins, plus social. C'est pas notre problème, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, ce qui nous attend est un vrai projet régional. Et c'est sur cette mission-là que je veux vraiment axer notre campagne. Et Dieu sait si cette campagne sera inédite, puisque avec le contexte sanitaire, nous devons nous adapter pour faire la promotion de notre projet. Vous présenterez votre programme à quelle échéance ? D'ici le milieu de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce programme est déjà issu d'une co-construction, puisque ce n'est pas un rassemblement qui est là pour faire casting, c'est bien parce que les partenaires qui officient dans ce rassemblement ont un tronc commun, c'est la transition écologique et sociale, c'est répondre aux besoins de solidarité, et c'est faire face au dérèglement climatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, en région PACA, bien plus qu'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Laurent Féliziat d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous serez donc tête de liste pour le Rassemblement écologique et social. Vous êtes vous-même le représentant du parti Europe Écologie Les Verts, mais vous serez dans cette élection associé au PS, au Parti communiste et à Génération notamment. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. On fait le point à présent sur l'une des autres grosses actualités de la semaine. Évidemment, c'est l'assassinat du policier hier à Avignon, enfin la nuit, il y a 2 jours à Avignon. On fait le point sur l'enquête, les derniers éléments et notamment la colère de la profession avec Manon Mujica. Le drapeau du commissariat d'Avignon est en berne, un livret de condoléances installé devant l'entrée. À l'intérieur, des messages en mémoire d'Éric Masson, ce policier tué par un dealer au cours d'un contrôle antidrogue. Au surlendemain du drame, c'est toute une profession qui est endeuillée. On parle toujours en disant les meilleurs partent en premier, mais là l'adage est complètement vérifié, puisque très bon fonctionnaire, quelqu'un de souriant, quelqu'un de présent, de disponible. À la tristesse se mêle aussi la colère. C'est la 2e fois en moins d'1 mois qu'un fonctionnaire est tué en exercice après l'attaque au couteau de Rambouillet. Je parlerai d'une police prise pour cible. Et c'est vraiment le cas. On revient aux attentats d'il y a quelques années, enfin quelques temps plutôt maintenant, où on nous embrassait. Sur les dernières manifestations, on criait à nous suicider. La notion de respect également est de moins en moins présente. On respectait peut-être la police et les gendarmes, l'autorité un peu plus, de façon plus importante auparavant. On l'est beaucoup moins maintenant. Éducation, plein de choses qui rentrent en compte. Je n'ai pas toutes les explications. Sinon, peut-être que je serai au gouvernement et je ferai le nécessaire. Mais ce que je veux dire par là, il y a, je pense, une part de ça qui existe. Et c'est ce qui fait qu'on a des débordements peut-être aussi maintenant. Une minute de silence sera observée dimanche à 14h devant le commissariat d'Avignon en hommage au brigadier Éric Masson. Voilà pour le point, pas sur l'enquête, mais en tout cas sur l'état d'esprit des policiers après ce meurtre. Bonsoir Guilhem Ricavi, directeur des rédactions du groupe La Provence, merci d'être là. Avant de parler politique, on peut peut-être dire un mot, même plus qu'un mot, sur cette affaire à Avignon. Le tireur est toujours en fuite à l'heure où nous parlons. En tout cas, l'État, la police, le ministère de l'Intérieur a décidé de tout mettre en œuvre pour tenter d'interpeller le tireur. Oui, c'est véritablement le cas, Nicolas, avec une mobilisation assez impressionnante des forces de police. J'étais hier à Avignon et dans toute la ville, on entendait des sirènes et on voyait des gyrophares. Plus de 30 enquêteurs travaillent à la recherche de ce tueur présumé à Avignon et sans doute pas seulement aujourd'hui avec les moyens technologiques qui permettent de localiser à la trace à peu près tout le monde. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, il sera retrouvé et ça sera plutôt une bonne chose parce que les forces de police d'Avignon sont véritablement à cran que l'un des leurs soit tombé dans cette guerre face aux stupéfiants. Voilà, avec le profil évidemment du policier qui était salué, respecté et un très bon fonctionnaire de police en plus. En tout cas, c'est ce que unanimement tout le monde nous dit aujourd'hui, que c'était un père de famille exemplaire, un mari aimant, un fils, puisque sa famille est du côté de Bédaride, très attentionné, et puis un professionnel visiblement reconnu, et qui ne pensait pas, lors d'un banal contrôle en plein jour dans la rue, être victime de tir.
La politique, mon cher Guilhem Ricaviste, aussi l'actualité de la semaine, actualité qu'on a du mal à suivre finalement. J'ai rappelé au début de ce grand direct les soubresauts à droite et au centre. L'une des infos de la journée, c'est que Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, est finalement de nouveau candidate après s'être retirée au profit de Renaud Muselier. Visiblement, les propos tenus par le président sortant, excluant les parlementaires et les ministres en marge de sa liste, l'ont conduite à repartir de plus belle. Oui, alors d'ailleurs ce qui est amusant, c'est que Sophie Cluzel dit qu'en fait elle n'a jamais arrêté, sa campagne, même si pendant 5 jours elle a un petit peu disparu des écrans radars après les propos du Premier ministre Jean Castex expliquant que les listes, les Républicains et la République En Marche fusionnaient. On a bien vu les rebondissements derrière et on a bien compris qu'il y avait aussi une question de fierté et d'orgueil et qui est plutôt légitime pour Sophie Cluzel de dire moi j'arrivais avec un projet et une ambition. Ce projet et cette ambition, ne le mettons pas à la trappe parce que M. Muselier aura choisi à un moment donné de ne pas faire cavalier avec nous. Donc il y a des discussions sans doute qui échappent localement et à Renaud Muselier et à Sophie Cluzel, des discussions qui se sont tenues à Paris, qui ont amené cette situation véritablement ubuesque dans ce scrutin, avant même qu'il débute et que la campagne débute réellement. Et la situation d'aujourd'hui qui est là aussi les conséquences de décisions prises, hélas, bien loin de la région et bien loin des intérêts d'ailleurs de la région. Une interview de Sophie Cluzel sera retrouvée d'ailleurs demain dans le journal. Oui, Sophie Cluzel qui le martèle, je suis candidate. Oui, il y aura bien une représentation de la majorité présidentielle lors de ce scrutin dans la région sud. Oui, j'incarnerai cette liste. Et elle aussi appelle, et c'est d'ailleurs plutôt amusant de le souligner, à un rassemblement autour des valeurs qui sont les siennes, celles qui sont portées par la République En Marche. C'est ce que fait aussi de son côté Renaud Muselier qui appelle aussi au rassemblement. Ils sont deux, appelés chacun dans leur camp au rassemblement. C'est un petit peu inédit. Oui. Mais en tout cas, c'est la situation actuelle de ce début de campagne des régionales. On est à quoi 7 semaines aujourd'hui du premier tour de l'élection. Et finalement, il va se passer ce qu'il aurait dû se passer, en tout cas ce qu'on pressentait. Ils vont se rassembler au deuxième tour. Voilà. Tout le monde a vu dans les états-majors que ça ne plaisait pas ni à droite ni forcément aux marcheurs. Il y a quelques députés qui n'étaient pas forcément rassurés par cette alliance. Bon, ben voilà, ça n'a pas marché au premier tour, mais pas de panique, tout le monde se retrouvera au deuxième pour faire barrage au Front National s'il y a besoin. C'est très probablement le scénario qui se dessine si bien sûr personne ne veut l'avouer pour le moment. Ce qui est certain, c'est que leur discours de faisons front au Rassemblement national du moment, il est un petit peu balayé par les faits parce que de fait ce tripatouillage, ces discussions, ce vaudeville auquel on vit a pour vocation, a pour conséquence première de sans doute décourager ou d'effrayer un petit peu plus les électeurs qui n'aiment pas la tambouille politique. Ça, c'est une évidence. Et du coup, on peut imaginer que des électeurs indécis fassent le choix du candidat qui, pour le moment, trace sa ligne tout simplement. C'est Thierry Mariani. Les électeurs qui n'ont pas envie d'arrangement, de magouille d'appareils, de discussion, de conditions, comme on peut les voir aujourd'hui, peuvent se tourner naturellement vers l'autre candidat un peu en vue de cette campagne, en Thierry Mariani. Donc, il faut faire là aussi attention pour Sophie Cluzel et Renaud Muselier dans ce jeu où chacun veut montrer qu'il a un petit peu plus de poids que l'autre, des conséquences induites, et ça, c'est inévitable. Voilà. Pour terminer sur la page politique, une nouvelle liste est sortie du bois. Alors, il va falloir qu'elle soit déposée. Il y a encore quelques discussions, notamment avec l'Alliance écologique de Jean-Marc Governatori, qui la trouve trop à gauche, cette liste. Mais c'est celle de Jean-Laurent Félicia, dont on a parlé au début de ce grand direct. Il y a quand même un petit imbroglio, un petit impair, c'est l'absence de la France insoumise dans cette grande alliance de la gauche. C'est vrai que la gauche, un petit peu sur le modèle de ce qu'elle a fait lors des municipales à Marseille, le printemps marseillais, c'est une forme de gauche plurielle réinventée avec un spectre plutôt large, des écologistes aux communistes, aux socialistes, aux radicaux. Tout le monde s'est réuni. La discussion, on l'a vu ces dernières semaines, a été un petit peu complexe. Qui pour prendre la tête, le leadership de cette liste? La Marseillaise Olivia Fortin ou effectivement l'autre candidat? Et c'est finalement ce choix-là qui a été fait. Et c'est vrai
vrai que la gauche, alors pas totalement unie, vous le disiez, sans la France insoumise, va donc entrer en campagne à son tour. On l'a peu entendu jusqu'à présent. On a bipolarisé pour le moment le scrutin entre le rassemblement, entre les Républicains et la République en marche, et de l'autre côté le Rassemblement national. La gauche va enfin faire entendre sa voix dans ce scrutin, mais parviendra-t-elle à convaincre, à poser un projet? Elle part en tout cas dans l'élection avec une petite longueur de retard en termes de calendrier. On passe à autre chose, Guilhem, parce que ça sera retrouvé aussi demain dans le journal. Vous êtes intéressé au mariage. C'est une bonne question, parce que la saison des mariages va s'ouvrir, forcément, puisqu'on se déconfine. Il doit y avoir embouteillage quand même chez les organisateurs, les sites, parce qu'il y a un peu de retard. Oui, véritablement, c'est la vraie préoccupation de tous les couples amoureux quand même depuis quelques mois maintenant. C'est comment organiser son mariage. Alors depuis le mois de mars de l'année dernière, on a bien vu que c'était très compliqué. Alors de très nombreux couples ont fait le choix de reporter ce qui doit être, en théorie en tout cas, le plus beau jour de sa vie. Et Julia Beaufils a enquêté dans cet univers du mariage, sur comment les gens avaient pu reporter leur mariage, comment ils étaient en train de les organiser, et aussi d'un point de vue plus économique, comment les professionnels de ce secteur, les loueurs de salles, les DJ, les photographes, parvenaient à vivre, ont réussi à vivre jusqu'à présent, et surtout comment ils s'organisaient avec une demande qui forcément va être croissante, puisque à partir du 19 mai, il y aura la possibilité de libérer pas mal de choses, de réorganiser des rassemblements. C'est bien évidemment indispensable à une fête de mariage réussie. Voilà, et pour terminer sur ce dossier-là, de façon plus générale, c'est vrai qu'on va retrouver donc peu à peu, à partir, on peut quasiment dire de la semaine, enfin pas de la semaine prochaine là immédiatement, mais dans 10 jours, un début de semblant de retour à la vie normale avec des commerces qui vont rouvrir. Il va falloir reprendre un peu certaines habitudes finalement, parce qu'on va même pouvoir retourner en terrasse. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans le sud, il est clair qu'on apprécie de prendre un petit café en terrasse, pourquoi pas en lisant d'ailleurs la Provence, c'est encore une meilleure idée. Mais cette date du 19 est forcément très attendue par les Provençaux, les Azuréens, les Varois, et puis elle est attendue, et on va leur accorder de la place d'ailleurs ces prochains jours dans les pages de la Provence. Elle est très attendue cette date par le monde de la culture, qui lui aussi était mis sous cloche, était véritablement mis en sommeil, et qui lui aussi, ce monde de la culture, alors avec des protocoles à respecter, va pouvoir de nouveau vivre, accueillir du monde, ouvrir des expositions, et ça forcément c'est aussi une part importante de l'ADN du Sud. On est une terre de festivals, on est une terre de culture, et on a besoin de ces rendez-vous culturels sous toutes leurs formes et dans leur plus grande diversité. Merci beaucoup mon cher Guilhem. Évidemment qu'on sera attablé le 19 avec la Provence pour profiter d'un café en terrasse. Merci à vous. Merci particulier ce soir, parce que je vous en dirai quelques mots à la fin de cette émission, mais le Grand Direct change de formule. À partir de lundi, on risque de se voir un peu moins souvent, en tout cas à l'antenne. Donc je voulais vous remercier, ainsi que Denis Caro et Patrick Roger. Toujours autant, Nicolas. Merci, c'est gentil, pour les collaborations qui ont été les vôtres durant ces mois qui viennent de s'écouler. Merci mon cher Guilhem. On poursuit cette émission avec la venue d'Amélie de Montchalin, qui est ministre en charge du numérique, pas du numérique, pardon, qui est secrétaire d'État d'ailleurs, dans le Var. Elle est venue saluer, Amélie de Montchalin, l'engagement de la jeunesse dans le département. Un déplacement suivi par Marion Colangelo. Le Var, un département où la jeunesse s'engage. Ce vendredi, à l'occasion de son tour de France des résultats, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, était dans le département. Au programme, des rencontres avec la jeunesse toulonnaise. Un des points forts du département sur l'engagement, on voit bien, grâce notamment à la présence de beaucoup de forces armées aussi à Toulon, la marine a développé tout un programme, notamment avec la gendarmerie maritime, les différents programmes aussi de sécurité civile. Et puis évidemment le service civique, le service national universel. Beaucoup des jeunes qu'on a vus là n'étaient pas forcément avec une pleine confiance en eux. Ils se posaient beaucoup de questions sur eux-mêmes, sur la suite. Et vivre cette cohésion-là, c'est aussi pour eux le début d'un projet d'avenir constructif. L'un de ces rendez-vous était donné à la caserne de la gendarmerie maritime. Maxime, par exemple, est en service civique à Toulon. Ma mission, c'est d'accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc les sortir, parler et leur faire retrouver
une vie sociale. Islem fait partie des cadets de la défense, une expérience enrichissante qui la conforte dans ses choix d'avenir. J'ai entendu le nom et je me suis dit que l'armée ça pouvait être intéressant. Vu que je connaissais pas plus que ça, je me suis dit que j'allais m'y intéresser du coup. Et le droit, ça peut aider dans le droit du fait de rentrer dans l'armée parce que les deux sont forcément liés. Et j'aime bien le sport en général, donc ça participe en fait. Un engagement qui fait la fierté de sa maman. Ça lui a posé une vraie identité française, une vraie fierté d'appartenance à la République et d'être toulonnais, tout simplement en fait. Donc elle est encore mieux dans ses baskets en fait, pour résumer. La jeunesse, l'un des points forts du Var qui contrebalance l'un de ses points faibles, la gestion des déchets. L'un des autres thèmes qu'aborde la ministre lors de son tour de France. Voilà, la gestion des déchets, tiens, c'est une question qu'on pourrait évoquer avec nos invités là à 18h55, Mathieu et José Sterenzi, organisateur de la Marche pour le climat. Ça sera du côté de La Ciotat. Alors évidemment, les enjeux sont beaucoup plus globaux, mais ils sont liés à l'environnement. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous en direct ce soir. La marche d'après, en référence au monde d'après, ce sera donc dimanche matin à La Ciotat, notamment. Pour vous, la France ne fait pas suffisamment et il faut toujours se mobiliser ? Oui, clairement. Donc on appelle à cette marche pour le climat à La Ciotat dans le cadre d'un appel national lancé par plein d'associations environnementales qui dénoncent la loi climat et résilience qui vient d'être votée cette semaine au Parlement et qui est vraiment très très insuffisante, qui est une sorte de gâchis par rapport au travail citoyen des citoyens qui avaient participé à élaborer toutes ces mesures dans le cadre de la Convention climat, de la Convention citoyenne pour le climat, et la plupart ont été retoqués petit à petit sous la pression des lobbies et de différents mécanismes. Donc au bout du compte, elle est très très insuffisante. La plupart des mesures ont été... seuls 10% ont vraiment été reprises, plus de la moitié ont été carrément rejetées, et puis un petit tiers ont été diminués par rapport à ce qui avait été prévu. Donc c'est vraiment dommage. Donc on veut un peu marquer le coup dans le cadre de cette marche nationale pour dire que les citoyens attendent plus, que les décideurs ne sont pas vraiment à la hauteur des enjeux climatiques. Parce que on le voit, il y a besoin de réagir beaucoup plus vivement. Et il y a aussi un décalage avec les engagements qu'avait pris la France lors de la COP21 qui était organisée en 2015 à Paris. Et là, sur la base des mesures telles qu'elles sont, enfin de la loi qui vient d'être votée, on n'atteindrait pas les objectifs sur lesquels la France s'est engagée. Une question à José peut-être. Quelles seraient les mesures aujourd'hui à prendre ou à retenir de cette convention climat qui ont été écartées ? Est-ce que vous en voyez quelques-unes qui seraient vraiment symboliques, enfin plus que symboliques, qui permettraient à la France de basculer dans une action positive selon vous dans la protection de l'environnement et du climat ? D'abord, une essentielle qui est la publicité qui est toujours autorisée sur les produits, les pesticides, puisque là, un des travaux de la Commission, c'était de limiter la publicité concernant ce type de produit. Et ce qui a été retenu par la loi, c'est uniquement la publicité sur les énergies fossiles, ce qui concerne très très peu de publicité. Tout le reste des publicités sur des produits polluants reste en place. Donc ça, c'est déjà un énorme problème. Voilà, ça nous paraît être le problème principal. Ensuite, sur le transport aérien, par exemple aussi. Le transport aérien, il y avait un travail qui avait été fait par la Convention qui était de limiter les lignes intérieures. Et là, les mesures, c'est des demi-mesures, c'est-à-dire ce qui a été limité, ce qui a été empêché, c'est des lignes qui sont sur 400 km. Toutes les lignes intérieures qui vont sur Bordeaux, Toulouse et ailleurs sont maintenues, alors qu'il y a une possibilité d'alternative par le train qui est beaucoup moins polluant, et ça aussi, pour nous, c'est des mesures symboliques. Après, il y a aussi le troisième type de mesure, c'est la résistance au lobby tel qu'il s'exerce aujourd'hui, pas seulement sur les produits polluants et sur les voies aériennes, mais aussi, par exemple, par rapport à la viande, par rapport à un certain nombre de problèmes comme ça, où les lobbies ont fait pression pour empêcher un certain nombre de mesures qui, pour nous, comme vous dites, étaient symboliques.
Messieurs, une question qui nous concerne directement dans notre région, pardon, c'est le problème du plastique, des déchets, la Méditerranée, mais pas seulement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des mesures locales à prendre, suspense pour le plus que forcément nationales, entre donc les régions, les départements, les collectivités? Est-ce qu'il n'y a pas des efforts à faire aussi plus localement? Oui, exactement. Effectivement, au-delà de l'enjeu national, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a aussi pas mal de sujets locaux et où c'est important de sensibiliser et de montrer qu'il y a des choses qui se font aussi. Donc effectivement, il y a beaucoup de problèmes de pollution de l'eau à La Ciotat, même par rapport aussi au rejet. Nous, à La Ciotat, il y a une station qui sature l'été quand il y a en saison touristique. Il y a aussi même des rejets un peu sauvages. Et effectivement, comme vous dites, la Méditerranée, on voit beaucoup de documentaires, on voit qu'il y a beaucoup de pollution de plastique. Donc effectivement, il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Après, comme beaucoup de villes de la côte, il y a aussi une hyper-urbanisation avec la bétonisation de la moindre parcelle de verdure et qui pourrait servir à laisser des espaces verts, des espaces agricoles. Il y a beaucoup de choses à faire. On est une région hyper ensoleillée, on doit être la moins équipée en panneaux photovoltaïques par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc il y aurait beaucoup de choses à faire localement. Et on veut aussi montrer, au-delà de dénoncer des choses, il y a des associations qui s'en emparent. Il y a des associations à La Ciotat comme ailleurs qui font des ramassages de déchets sur les plages, qui font des ateliers pour apprendre à refaire des choses soi-même. Il y a des jardins partagés, des choses comme ça qui permettent à la fois revenir plus proche de la nature et d'avoir un comportement plus responsable. Messieurs, donc le rendez-vous est dimanche matin. Est-ce que la mobilisation est suffisante dans notre région lors de ces marches climat? Il y a du monde, à Nice, à Marseille, lorsque les marches sont organisées. Est-ce que vous espérez voir beaucoup de monde ce dimanche, malgré la crise sanitaire? On sent de toute façon une dynamique. Nous, à La Ciotat en particulier, on est porté aussi par une dynamique écologiste. Il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent sur les questions de l'environnement parce qu'il y a urgence. Par exemple, sur les voies cyclables, sur les voies douces, il y a déjà une voie douce qui existe, mais il y a des possibilités de faire des ramifications, par exemple à La Ciotat, pour joindre les points stratégiques de la ville. Il y a une urgence, comme on vient de le dire, de protéger les eaux de baignade parce qu'elles sont saturées et polluées l'été. Il y a une urgence de maintenir quelques terres agricoles parce que la grande majorité des terres agricoles à La Ciotat a été bétonnée et aujourd'hui la bétonisation continue. Et ça, c'est absolument impensable, d'autant que des fois, c'est pas à travers des permis de construire qui sont à la limite de la légalité et qui empêchent le passage public à la mer. Donc, on a un certain nombre d'urgences. On a aussi l'urgence alimentaire à travers des jardins partagés qu'il faut développer. Il faut développer des élevages de proximité. On a un exemple d'une entreprise qui voulait faire un élevage de poules sur La Ciotat, mais c'est de développer les circuits courts, ça nous paraît fondamental pour nourrir les familles en difficulté. En plus, avec la crise qu'on va vivre, il y a bien d'autres exemples. Vous allez remettre toutes ces propositions aux différents candidats des élections régionales, du coup, puisque on s'en rapproche. Donc il y a cet enjeu-là aussi. C'est une bonne idée, oui, effectivement. Je pense que ça, rien que justement de s'organiser, de réfléchir effectivement à tous ces enjeux-là, effectivement, c'est des choses qu'on aimerait qu'ils soient reprises et portées par des représentants politiques. Et effectivement, après, nous, là, la marche, elle est organisée vraiment par des collectifs associatifs et citoyens, donc elle n'est pas connotée politiquement directement, mais effectivement, c'est des choses à porter auprès des politiques. Et il y a aussi des choses à porter donc, auprès des citoyens. Le but, c'est aussi de montrer que c'est pas qu'une écologie un peu ostracisante, enfin un peu ennuyeuse. Ça peut être sympa de s'engager dans toutes ces choses, dans toute la transition, dans tout ce qui est se réapproprier de faire les choses soi-même et localement. Et voilà, donc là, vu le contexte effectivement sanitaire qui est un peu compliqué, à la fois je pense qu'il y a une attente de pouvoir aussi, c'est bien que ça commence à rouvrir et que les gens seront contents de s'aérer. Donc on espère que ce sera une marche joyeuse,
même si on n'a pas pu avoir l'autorisation pour des chansons ou des musiciens, parce que je sais pas, le contexte est encore un peu compliqué. Mais voilà, on fera en sorte que ce soit le plus agréable possible et le plus motivant pour effectivement, comme disait José, lancer une dynamique et faire qu'effectivement la question écologique, l'environnement et les enjeux climatiques soient encore plus portés fortement dans la région. Merci à tous les deux, Mathieu et José Sterenzi, organisateurs de cette marche pour le climat. Dimanche matin à 10h30 à La Ciotat, 80 villes seront mobilisées partout sur le territoire national, dont nos capitales régionales. Merci à vous pour ces précisions ce soir sur les antennes d'Azur TV. On en revient à la Covid, on en a un peu moins parlé pour le moment dans cette émission. La vaccination qui s'accélère et la métropole Nice-Côte d'Azur qui continue de faire la course en tête. 200 000 personnes ont reçu la première injection nécessaire sur le territoire. Marie Justo. Nouveau cap franchi, 200 000 personnes ont désormais reçu leur première injection dans la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est-à-dire 38% de la population. Une vaccination désormais accessible pour les jeunes. 2800 à 3000 injections sont réalisées ici au Palais des Expositions. Il est nécessaire de le faire actuellement si on veut revivre peut-être comme avant. C'est très important si on veut voyager plus tard ou faire des activités. Je pense que c'est un plus de se faire vacciner. La date du 19 mai, qui est la date du déconfinement qui s'approche, et vraiment plus je peux accélérer et plus j'y vais à fond pour qu'on puisse l'aborder dans les meilleures conditions, sachant que pour moi les actifs doivent passer en première ligne impérativement. Dans les jours qui viennent, une campagne à l'attention des restaurateurs et de leur personnel va également débuter. Que ce soit pour les commerces qui seront autorisés d'ouverture, que ce soit pour les terrasses où les professionnels vont pouvoir relancer la restauration et accueillir du public. Nous voulons protéger les restaurateurs, leur personnel de cuisine, leur personnel de salle et de service, car naturellement, si dans les jours qui suivaient l'ouverture, il y avait ici ou là des cas contacts, ça pourrait tout de suite remettre en cause certaines activités. Voilà pourquoi nous les contactons pour leur offrir la possibilité pour eux et leur personnel de venir se faire vacciner le plus rapidement possible. La métropole Nice-Côte d'Azur prépare un autre marathon vaccinal le week-end de l'Ascension, avec 15 000 vaccinations au programme en 3 jours. Le 19 mai, c'est cette date qu'on a tous cochée, avec donc un retour à la vie. Début de retour à la vie qui est annoncé, la réouverture des terrasses, etc. Les parcs d'attractions sont également autorisés à rouvrir. Sauf que, petit problème, les parcs oui, mais les attractions non. Reportage donc ce soir à Hockey Coral, à Cuges-les-Pins, où eh bien, on a décidé donc de retarder la réouverture du parc pour que les visiteurs puissent profiter pleinement des activités. Le parc qui a fait quelques travaux d'ailleurs, Thomas Bernabé. Les parcs à thème sont autorisés à rouvrir dès le 19 mai prochain, mais pas leur attraction. Les manèges ne pourront reprendre du service qu'à partir du 9 juin. Une situation qui pousse le parc Hockey Coral à prendre son mal en patience. Ouvrir le parc sans les attractions, uniquement les spectacles, revenait à être extrêmement compliqué, notamment pour les familles avec les enfants. Comment faire arriver dans le parc, voir les manèges tous à l'arrêt et dire simplement à ses enfants, oui, vous savez, on peut aller voir, on peut aller au spectacle, on pourra finalement manger sur la terrasse du restaurant, mais sans les manèges, ça nous paraissait extrêmement compliqué et très décevant au niveau de la qualité d'accueil qu'on pouvait présenter. Donc ça nous semblait beaucoup plus judicieux de démarrer avec tout le 12 juin. Une réouverture grandement attendue par les gérants du parc. L'année 2020 a été extrêmement compliquée pour eux avec une perte de près de 50% de leur chiffre d'affaires. Pour autant, ils ne se sont pas laissés abattre et ont même profité de leur fermeture pour investir 3,7 millions d'euros afin de créer un tout nouvel espace au cœur du parc. On a choisi le thème du Mexique. Pourquoi le Mexique pour la nouvelle zone? Parce que c'est très coloré, ça va apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur. La période a été difficile pour nous tous. Je pense qu'elle va encore demeurer pendant un petit moment. Donc si on peut apporter des sourires, c'est que mieux. Les travaux sont en cours, tout comme la taille des arbres ou la maintenance des manèges. Tout sera fin prêt pour la réouverture le 12 juin prochain.
Un mot sur l'un des fléaux qui touche actuellement les Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille, ce sont les punaises de lit. Alors on en parle très sérieusement dans cette émission. On va prendre un peu de distance cette fois-ci avec un jeu pédagogique à l'attention des enfants, mais pas seulement, même des plus grands, pour tenter de comprendre comment combattre et ce qu'est surtout ce fléau. Yentel Criado. On part avec les 10 punaises par personne. Chaque joueur part avec 10 punaises de lit représentées par ces petits jetons. Le but du jeu est de s'en débarrasser le plus vite possible grâce à ces cartes d'armes. Je vais mettre le vaporetto et ça me tue 8 punaises. Attention toutefois à ne pas récupérer les punaises de lit de ses adversaires. Voilà la règle de ce jeu de société Punaiso, lancé par l'association marseillaise Didac Ressources. L'objectif est d'informer le grand public sur les bons gestes à adopter face au fléau des punaises de lit. Le piège à colle va tuer 4 punaises, le linge au congélateur. On a par exemple le linge qu'on peut passer à la machine à laver, mais à 60 degrés. Ça va tuer les punaises. Ou le mettre au congélateur, ou le passer au sèche-linge aussi. C'est de la chaleur ou le froid. Des solutions simples et peu coûteuses portées à la connaissance de tous grâce à cet outil ludique. Le jeu est soutenu par l'ARS et la Fondation Abbé Pierre. Dans le cadre des actions de la Fondation Abbé Pierre, nous accompagnons beaucoup de ménages sur les problématiques de logement. Et régulièrement, on a des témoignages très durs de familles qui vivent l'enfer, d'enfants qui ne dorment plus à cause des démangeaisons, qui du coup se retrouvent avec des difficultés scolaires, de parents qui n'osent plus inviter à la maison parce qu'on a peur d'infester les autres. En plus, beaucoup d'a priori, d'idées reçues font que les gens se sentent stigmatisés en honte, alors qu'il n'y a pas de honte à avoir. C'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, des plus grands palaces jusqu'aux ménages les plus pauvres. Déjà 1000 exemplaires du jeu Punaiso ont été édités. Il est en vente au prix de 20 € sur le site de l'association. Allez, un peu de sport à présent. Je vous rappelle qu'on a rendez-vous avec Jean Mus dans quelques instants, le célèbre paysagiste. On parlera également de Georges Clooney. L'OM qui joue ce week-end comme toute la Ligue 1, mais l'actualité est un peu chargée du côté des Olympiens, notamment au niveau des transferts. Jordan Amavi, le latéral, a prolongé jusqu'en 2025, mais surtout son international français, sa star Florian Thauvin, va bien quitter le club l'année prochaine. Il va rejoindre une ancienne gloire de l'OM, André-Pierre Gignac, au Tigres de Monterrey, ça c'est au Mexique, et c'est bien sûr Valentin Rodriguez qui vous en parle. Fin du suspense pour le feuilleton Jordan Amavi. Le latéral gauche en fin de contrat en juin prochain a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2025 ce vendredi. Blessé depuis 6 mois, le défenseur ne voyait pas son avenir ailleurs qu'à Marseille. C'est une preuve de confiance de la part du club et du coach et du président aussi notamment, parce que c'est vrai que j'étais arrêté très longtemps. Et c'est vrai que pendant cette période, j'ai jamais cessé de discuter avec le coach ou même le président. On a un bon effectif et à l'arrivée du coach qui permet de mettre des choses en place qui font qu'on peut espérer faire de très belles saisons. Et puis voilà, c'est l'OM, c'est pas n'importe quel club. Moi, je suis très bien ici. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de belles saisons. Donc je vois pas pourquoi je serais parti malgré l'intéressement de certains clubs. Seulement apparu à 11 reprises avec le maillot de l'OM sur le dos cette saison, Amavi a repris l'entraînement collectif depuis 15 jours. Une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, qui croit beaucoup au potentiel de l'ancien niçois. Tenemos visto a Amavi básicamente en el pasado. En el presente no tenemos imágenes de él porque no. On a observé Amavi dans ses prestations passées. On sait que c'est un joueur qui a un gros potentiel sur le côté. Il a déjà pu le démontrer depuis qu'il est au club. J'espère qu'on va pouvoir compter avec ce joueur qui, en progressant, aidera beaucoup l'équipe. Será óptimo para el equipo. Autre feuilleton qui arrive à son terme, celui de Florian Thauvin. En fin de contrat en juin prochain, le Français s'est engagé avec les Tigres, équipe du championnat mexicain. Le club de Gignac a officialisé le transfert ce vendredi après-midi. Un contrat de 5 ans et un salaire de 5 millions d'euros attend l'international français. Quelques heures auparavant, Sampaoli regrettait un éventuel départ de son ailier. En realidad, hoy hablé con Flor y me adelantó que había una. J'ai parlé avec Flo. Il m'a parlé de cette possibilité de partir au Mexique. C'est à lui de parler de son avenir. Donc, je ne vais pas m'avancer sur le fait de savoir s'il va partir ou pas. Ici,
On aime beaucoup Flo, c'est un pilier de l'effectif. Vous savez, parfois dans le foot, les coachs ne contrôlent pas tout. Donc s'il décide de partir, ce sera un joueur avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Nous le regretterons, je n'essaierai même pas de le convaincre de rester. Il a passé du temps ici, il a peut-être envie d'aller voir ailleurs. On ne peut ni convaincre, ni obliger qui que ce soit. La décision revient aux joueurs, et après tout, qui sommes-nous, nous, pour influencer les décisions? Avec 86 buts en 279 matchs officiels avec l'OM, l'Orléanais vit ses dernières heures sous le maillot olympien. En attendant, Sampaoli pourra compter sur lui, tout comme Jordan Amavi pour le match à Saint-Etienne ce dimanche à 13h. Rencontre capitale pour la 5e place. Voilà, Florian Thauvin qui part gratuitement, l'héritage laissé par l'ancien président Jacques-Henri Hérault qui n'a pas su le faire prolonger. C'est dommage pour le championnat et pour l'OM. Parc et Jardin, festival organisé ce week-end sur la Côte d'Azur. C'est un des premiers événements d'ampleur auxquels le public pourra assister, évidemment dans des jauges très contrôlées et avec le respect des règles sanitaires. 13 jardins éphémères à découvrir, confectionnés par de vrais artistes. Reportage à Grasse, dans les jardins de la Villa Fragonard. C'est avec Alexis Ricard. Tout doit être prêt pour dimanche. Le jardin de la Villa Fragonard participe au concours de cette 3e édition du Festival des Jardins. L'équipe de paysagistes s'est inspirée d'un peintre français du 19e siècle, Henri Rousseau. Le douanier, en fait, il propose des tableaux luxuriants, très verdoyants. Il joue sur les textures des différentes feuilles, des différents feuillages, les couleurs. Et en fait, on s'est dit qu'on allait pouvoir partir de cette base-là pour inviter à la déambulation, à la rêverie, à la contemplation dans le cadre de notre jardin. Le petit chemin invite à s'immerger au milieu des plantes. Une centaine de pots ont été nécessaires pour constituer ces massifs. C'est principalement des végétaux exotiques, pour pouvoir continuer aussi à s'insérer dans cette tradition du jardin d'acclimatation qu'on a sur la Côte d'Azur, mais aussi, on va dire, faire un clin d'œil au douanier Rousseau qui n'a jamais quitté Paris, qui s'est inspiré donc des toiles, des grandes serres du jardin des plantes pour pouvoir peindre ces toiles et faire voyager les gens. Jardin éphémère oblige, tout devra être démonté à la fin du concours. Et justement, rien n'est laissé au hasard. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment un jardin qui est, on va dire, quasiment compostable à 100%, puisqu'on valorise les déchets de scierie avec la sciure qu'on a là. Tout le bois qu'on a utilisé est non traité, donc il va partir au broyage et sera réutilisé en tant que paillage pour les massifs de la ville. 13 jardins comme celui-ci seront en compétition à Antibes-Juan-les-Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nice ou encore Monaco. Nous avons également des jardins hors concours dans 9 villes du littoral qui sont réalisés, eux, par les services des espaces verts des communes. Le verdict sera rendu ce dimanche. 3 villes accueilleront d'autres jardins hors concours. Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap-d'Aille et Mandelieu. Du 9 mai au 9 juin, toutes ces créations, au nombre de 24, seront visitables gratuitement. Bonjour. Voilà donc pour ce reportage signé Alexis Ricard. Et nous allons aller un petit peu plus loin sur le sujet puisque nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean Mus, célèbre paysagiste mais surtout porte-parole de ce festival. La première des choses avant qu'on en parle, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle. Il se tient, il a lieu. C'est presque, j'allais dire, le premier grand événement sur la Côte d'Azur dans cette nouvelle vie qui démarre dans cette petite période de déconfinement qu'on est en train de vivre. Écoutez, si le paradis représente la Côte d'Azur, on ne peut rien refuser au paradis. Alors, le Festival des Jardins étant un fidèle serviteur de ce paradis, vous comprenez que nous sommes tous enthousiastes et prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, on en a un peu parlé dans le sujet, mais vous pouvez nous rappeler, Jean Mus, le principe, la philosophie de ce grand festival ? Écoutez, d'abord, c'est une très bonne initiative du département qui a compris que nous étions un lieu sur les bords de la Méditerranée où l'art des jardins pouvait s'exprimer et était connu et reconnu depuis plus de 100 ans. Donc, le fait d'avoir décidé, il y a maintenant 6 ans, qu'un festival des jardins avait toute sa place, eh bien, ce fut non seulement une bonne idée, mais ça a entraîné une émulation chez tous les créateurs de jardins. Et aujourd'hui, on a ce plaisir extraordinaire de voir, je crois qu'il y a 5 ou 6 nationalités différentes qui sont venues non pas se confronter, mais présenter
leur meilleure pensée, leur meilleur regard sur cet art des jardins et le thème proposé. Alors il y a 13 créations à découvrir, il y a des jardins en compétition, d'autres hors compétition. Le principe c'est de se balader aussi dans le département, mais on peut redécouvrir des lieux mythiques comme la Pinette de Juan Lépin, la Villa Rothschild à Cannes, la Villa Fragonard, on l'a vu à Grasse, la promenade du Paillon aussi à Nice. C'est une vraie balade dans des lieux d'exception aussi. Eh bien, écoutez, c'est ce rapport merveilleux entre, j'allais dire, la ville et la campagne, et on a tellement besoin de cette liberté, de cette exubérance dans les gestes, que le moment de présentation des jardins est extraordinaire. Et là, au-delà des présentations qui sont faites, ça va entraîner des retrouvailles vers des lieux de plaisir. Et s'il en est un, c'est bien ce plaisir de la chlorophylle. Vous savez, là où ça sent bon, où les parfums s'expriment, où les odeurs peuvent apporter tout ce qu'on attend, et surtout cette liberté dans le langage du déplacement. Et si le jardin est un argument formidable de ce sujet, de ce comportement, alors le festival aura rempli sa mission et c'est ce qu'il entend poursuivre. Est-ce que le public pourra visiter les jardins malgré le contexte? Est-ce qu'il y aura un contrôle sanitaire, des jauges, etc. Écoutez, les choses se feront dans le respect, évidemment, de ce qui est des recommandations actuelles, mais en général, les gens de jardin sont des gens raisonnables, qui savent prendre la distance entre eux. Donc on compte bien sur ces bonnes manières en matière de jardin pour que tout ceci se passe bien et puisse se dérouler d'une manière limpide et surtout profiter, regardez, de ce temps merveilleux qui nous revient et dont les jardins seront la première expression. Deux questions pour terminer, Jean Mus. La première sur les équipes qui ont confectionné ces jardins éphémères, parce que c'est le principe, ce sont des jardins éphémères, donc c'est là aussi l'originalité de la manifestation. Ce sont des professionnels, des amateurs, des étudiants. Comment sont constituées les équipes qui vont s'affronter, évidemment dans la bonne humeur? Non, en général, ce sont tous des professionnels, jeunes, moins jeunes ou plus anciens, qui ont envie, après une sélection qui a été rigoureuse, parce que n'oublions pas qu'il y a eu une présélection et que les candidats d'aujourd'hui sont les heureux élus de cette présélection. Donc ce sont des professionnels et on y associe aussi une part des étudiants de l'enseignement du paysage d'Antibes. Et donc tout ceci fait que ça doit montrer un sens du plaisir, fût-ce-t-il éphémère. Vous avez raison d'insister sur les jardins éphémères, mais qui vont pendant un mois entier apporter un regard de la bonne humeur, de la joie de vivre et de l'aménagement de l'espace qui, nous l'espérons, demain sera le complément naturel de nos villes. Alors l'ouverture officielle aura lieu dimanche et puis en fin d'après-midi, le verdict. Comment vont être jugés les jardins? Et puis on peut signaler aussi que c'est Audrey Fleurot, la comédienne, qui sera la marraine cette année de l'événement. Alors Audrey sera à nos côtés d'abord parce qu'elle est une comédienne remarquable, mais aussi et surtout parce que c'est une amoureuse des jardins et je veux dire des belles choses dans la nature. Le jury sera réuni, c'est un jury de professionnels, de journalistes, en tout cas de gens hautement qualifiés, indépendants. L'indépendance est une chose, la liberté de juger suivant ce ressenti est important. Il n'y a aucune incitation à orienter le vote et ça, nous y tenons beaucoup, et donc ça sera ce moment extraordinaire, pas pour tout le monde, mais cette attente du résultat. Mais je ne doute pas que les différents lauréats et le lauréat principal aura une joie sans limite d'avoir participé à ce festival cette année et aux conditions
qui sont l'ouverture de la joie sur le prochain été. Merci beaucoup Jean Mus d'avoir accepté cette invitation, paysagiste, porte-parole donc de ce festival. C'est ce week-end avec ces 13 jardins éphémères. Certains sont en compétition, d'autres hors concours. Je signale qu'il y a des animations aussi à Cannes, à Cap-d'Aille, à Aise, à Plan-du-Var, Saint-Jean-Cap-Ferrat, enfin tout le département au diapason, et que cette année, pour la première fois, la Principauté de Monaco participe aussi au festival. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation, Jean Mus. À bientôt. On va poursuivre et quasiment terminer ce grand direct avec petit feuilleton. On parlait de feuilleton politique au début de cette émission-là. On part dans le Var pour un feuilleton un peu plus léger. Ça y est, c'est fait. Georges Clooney est propriétaire dans le Var du côté de Brignoles. On fait le point avec Marion Colangelo. C'est officiel. L'information a été confirmée par le maire lui-même. Georges Clooney et son épouse Amal sont bien propriétaires dans le Var. Un rendez-vous avec un notaire a scellé l'acquisition du domaine du Canadel, situé à Brignoles. Une vaste propriété de 170 hectares dont le montant serait proche de 8 millions d'euros. Une information qui a eu le mérite de mettre un coup de projecteur sur la commune varoise. Là aujourd'hui c'est officiel puisque les compromis ont été signés hier après-midi. Donc il est sous compromis, ça y est, il s'est engagé. Et à partir du moment où on parle de Brignoles dans le bon sens, ça fait toujours plaisir. Je crois qu'effectivement, je ne sais pas ce que ça nous apportera réellement, mais sur le plan médiatique, c'est toujours très intéressant. Donc forcément, à un moment donné, il y aura un peu d'économies qui vont aller avec, parce que je pense que beaucoup de gens dans l'Europe et dans le monde, presque aujourd'hui, je dirais avec les États-Unis, viendront forcément voir où est Georges Clooney. Cette signature ouvre toutefois la porte à un conflit judiciaire. Un autre acquéreur revendique la propriété du domaine au titre d'une vente parfaite, effectuée en août 2020 pour un montant de 6 millions d'euros. En attendant, Georges Clooney pourrait, à l'image de son ami Brad Pitt à Correns, exploiter les 8 hectares de vignes à sa disposition pour faire rayonner une fois de plus la viticulture varoise. Et la bonne nouvelle du soir, c'est qu'il nous reste un petit peu de temps, donc de quoi passer un dernier reportage consacré aux salles de sport, puisqu'on est dans la période des réouvertures qui s'approchent. Les salles de sport vont devoir encore attendre un peu, puisque ce sera pour le mois de juin. Mais vous allez le voir, certaines sont déjà prêtes. C'est le cas à Nice, avec ce reportage de Marie Justo. Préparer son corps pour la saison estivale, un challenge que les Niçois vont pouvoir bientôt relever. Le gouvernement a en effet annoncé que les salles de sport pourraient réouvrir le 9 juin, une date clé pour le personnel des salles de sport, mais aussi pour les personnes qui veulent retrouver une activité physique. La demande est considérable. Se préparer pour l'été, c'est aujourd'hui vraiment ce qui met les gens sur les starting blocks. On va bientôt avoir le bikini, on va bientôt aller à la plage, on va sortir, on va s'amuser. Et on va être dehors, donc le corps va se mettre en avant, on va être vu, on se prépare pour ça. Le confinement, en général, le confinement est plutôt passé du côté 2, 3, 4, 5 kilos, on a une moyenne nationale, 2,5 de plus pour tout le monde. Donc là, ça va être effectivement la motivation numéro 1. Ouverte durant la crise sanitaire seulement pour les athlètes de haut niveau et les personnes ayant un certificat médical, cette salle a déjà un protocole sanitaire strict qui va être plus largement déployé. Les gens peuvent se nettoyer les mains, s'essuyer les mains, se désinfecter en permanence. Le matériel, bien sûr, à chaque séance suit un protocole de désinfection. L'aération, la ventilation, c'est très important dans un local fermé. Il est extrêmement important que l'air soit changé régulièrement. Donc ça, ce sont les choses que l'on fait déjà actuellement et que l'on va renforcer, bien sûr, quand un peu plus de monde viendra. Et quant aux vestiaires, il est évident que c'est exactement la même chose. Jusqu'à présent, les vestiaires sont fermés pour les douches. Les gens peuvent se changer mais ne pas se doucher. Et on va continuer, c'est-à-dire on va respecter un espace, un casier sur 2. Limitation, chez nous c'est simple, puisqu'il y a 3-4 personnes en même temps, sur 2 vestiaires, ça se fait naturellement. Mais on va quand même limiter le nombre de personnes qui vont être à l'intérieur du vestiaire en même temps, de façon à ce qu'on ait un maximum de sécurité sur ce plan-là aussi. Un équilibre physique et moral qui manque aux pratiquants. Les confinements ont engendré du laisser-aller, plus qu'un petit mois avant de s'y remettre. Voilà, et avant de conclure ce grand direct, un petit mot de ce qui vous attend sur l'antenne d'Azur TV.
Alpes-Maritimes, donc du basket avec les Sharks qui jouent à domicile, donc forcément. Ça démarre à 20h le match, prise d'antenne 19h40 avec Sébastien Serrano et Jérôme Alonso. Les Sharks qui affrontent Denain. Aux commentaires, Valentin Tchéky et François Paturle. C'est tout de suite après ce grand direct. On se retrouve la semaine prochaine avec petite évolution dans la programmation. Rendez-vous à 18h. Le grand direct est avancé d'une demi-heure avec une nouvelle formule, un peu moins d'invités, plus de reportages. Voilà ce qui vous attend dès la semaine prochaine, donc sur l'antenne d'Azur TV. Bon week-end à vous et à lundi.